Tu pèses sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Oui, je le sais. Non, mal le faire. Tasse-toi de là. Non, hein. c'est correct. La ligne des mêlés. 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 C'est la ligne des mêlés, là. La ligne des mêlés. Je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne des mêlés avec Arnaud Gasconadon. Mais là, on revient sur la fin de semaine de football. On est en studio BPM Sport. Merci à tout le monde d'être à l'écoute. On est avec Parley Dawn, comme d'habitude, et Pepper à la production. Et votre animateur, votre humble serviteur, Arnaud Gasconadon. Bien content de vous retrouver après cette fin de semaine de football. Les boys, comment ça va? Oh, très bien. Très bien. Écoute, quoi de mieux? Une petite semaine de football. Quoi de mieux? Férié aujourd'hui. Parley a frappé toutes ses Parley en fin de semaine. Sacramouille de Colin Dabin. Mais toi aussi, hein? Ah, non. Hein? Hey. Mais attends, on avait trouvé un nom pour ça, là. Comment on appelait ça déjà? On a trouvé un surnom pour, à place de dire ce mot-là, là, on s'est dit la parlotte, c'est quoi? Comment on avait dit? C'est quoi dire? Pour pas parler de... C'est ça, pour mais pas son dire... nom, c'est Parley Dawn. C'est ça, oui. Mais tu sais, on a hit quoi déjà? Qu'est-ce qu'on a frappé? La jasette? Ah oui, c'était... La jasette? Oui, nous avons eu la jasette. J'ai pas eu mon brin de jasette en fin de semaine. Parce que on est à l'antenne de BPM Sport, on est dans un contexte professionnel. Oui. Et il y a des mots qu'on n'a pas le droit de dire ici en raison de contextes qui sont aussi professionnels. Très professionnel. Mais dont on peut parler dans notre podcast qu'on fait maintenant les vendredis. Qui sort d'ailleurs. J'aimerais savoir votre opinion de savoir. On a sorti le podcast vendredi. On a pu revenir sur le jeudi et avoir un podcast du vendredi axé un peu sur la fin de semaine de football et aussi nos meilleurs paris qu'on a en fin de semaine. Et vraiment, là, j'en reviens pas. J'ai oublié, en fait. Je voulais venir avec un sac de papier sur la tête aujourd'hui. Les 2 trous de mes yeux. J'ai honte. J'ai honte. En plus, tu me dis à chaque semaine, je vais tout le temps faire un. Puis tout le monde l'a fait dans le pod. C'est ça, il y a plein de monde qui m'ont envoyé « Hey, j'ai frappé mon parler, j'ai frappé mon brin de jasette, j'ai frappé mon brin de jasette. » Et là, moi, le gros cave, en fait, c'est seul moi qui... J'ai complètement oublié. Puis, écoutez, là, j'ai des preuves là, à l'appui. Là. Même FX, qui fait le show du retour avec Martin, j'y ai envoyé vendredi, là, Bears, Packers, Eagles, Texans, Colts, Bucks, Ravens, Chargers, Steelers, Falcons, Lions, Bengals, Jets. Je les avais toutes. Sacramouille de sacramouille. Je les avais toutes. Écoute, j'aurais eu un cash-out de quelques milliers de dollars, là. Mais 10 piastres là-dessus, ça me revenait à 10-12 000. Là. Oui. Je suis en beau joie le vert. Puis tout le monde m'envoie le « Hey, bonne idée que t'as eu de faire ça! Les t'as-tu! » Parley, t'en as eu combien de Parley de Brent Josette? T'en as eu 3? 2 hier. 2 hier, puis là, t'en as un que t'es en train de faire en ce moment, là. Ouais. Exact. Ah non, je suis pas capable. Vraiment, là, je suis vraiment... Les occasions sont rares, là, on s'entend, là. Ouais. Ça arrivera plus de l'année, là. La NFL, c'est sûr que la semaine prochaine, tous les underdogs gagnent. Ça va être le calvaire dans la NFL. Ça va être c'est sûr. Ils vont dire, non, on fait pas ça encore. Ça a tellement dû coûter cher au casino. Ouais. Parce qu'en fait, si je ne me trompe pas, là, les Bears étaient favoris, les Packers étaient favoris, les Eagles étaient favoris, les Texans étaient favoris, les Colts, eux, étaient genre à 2,5, là, plus 2,5. Mais c'était pas, disons, le upset de l'histoire. Non. Les Bucks étaient favoris contre les Saints. Les Ravens étaient favoris. Les Chargers étaient favoris. Les Steelers, les Falcons, les Lions. Fait j'ai pas fait le truc le plus fou de l'histoire. Là. En fait, j'ai juste pris tous les favoris sauf les Colts et les Jets. Ça arrivera plus, là. Ça n'arrivera Je te plus. garantis que ça arrivera plus. La NFL va faire... Tu sais, c'est pas... Ce que je veux dire, c'est pas le pari le plus intelligent. J'ai pas comme réinventé la roue. C'était pas là. le plus fancy. Là. Ah non, c'est sûr que la NFL... Hey, ça a tellement dû coûter cher au casino, là. Ah, c'est clair. Oh! Tu sais, en gros, n'importe qui aurait pu réussir, là, tu sais. Ouais. J'ai raté cette semaine-là qui était à terre, là. Prends ça. Attends. Nashville, 2 jours. Merci, bonsoir. Ah, mes amis étaient à Nashville, justement. Non, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Ils ont tout hit là-bas. Aïe, aïe, Ils ont aïe. tout eu la jasette en plus. Ah, le brin de Josette qu'on a vraiment raté. Le brin de Josette.
Ah, écoute. Bon, on a eu l'occasion de jaser, par exemple, au Carabin aussi. Oui, parce que Pepper était là. Parley n'a pas pu venir, mais c'est la prochaine fois, ça va se régler. Pepper était avec moi. T'as réussi à avoir ta passe média. D'ailleurs, ça nous prend une passe média de la ligne des mêlées. Ben, c'est ça, parce que, oui, c'est plaisant d'avoir média décrit sur le chest. Non, mais je préfère la ligne des mêlées. Il faut la ligne des mêlées. Set le tone un peu. Là. Ben, certainement. S'il y a bien nous autres. En gros, c'est nous autres qui ont moussé cette game-là, en passant. Là. C'est ça. Okay. C'est, en quelque part, on a aidé à la performance des deux corps arrière. Oui. Quelque part. Si Jonathan signe un contre-pro, je veux 2%. Plus que son agent. Plus. Plus gros impact. Mais en fait, non, j'ai été critique du travail de Jonathan dans les dernières semaines, mais c'était comme du tough love. Tu sais, en réalité, je l'aime, le kid. Je veux que ça fonctionne. Mais tabarouette de match des deux. Puis en plus, Desjardins aussi, là, tu sais, Arnaud, j'avais dit une affaire. Là, il y a trop d'Arnaud ici, là, on va l'appeler Desjardins, OK? Desjardins. D-Jard. Ouais, D-Jard. D-Jardins, ce qu'on avait dit, en fait, sur le podcast, il y a quelques semaines, le gars, il avait battu tous les records au Cégep du Montréal. Ouais. Puis là, il arrive à Laval, puis c'est comme un game manager. Et je me dis, attends, là, le gars, il est talentueux, il a battu tous les records au collégial. Tu sais, je veux dire, laissez-le être qui il est. Hey, il a lancé, je pense, 31 en 37. 36, 37. Pour 300 quelques verges, 3 touchés. Oh, et puis des grosses balles, là. Des bonnes balles précises, puis... Non, mais la balle sortait, là, puis la balle était complète. 62 complétions, les deux ensemble. Ouais. Les deux ont complété 31 passes, d'ailleurs. Ouais. Il y a comme une compétition saine entre les deux, là, qui va... un 31 à 37, l'autre 31 à 39, les deux en haut de 300 verges, les deux plusieurs touchés. Puis t'es venu me voir à quelques reprises pour me dire « Hey, ça sling la balle, là. » Ah, c'était le fun. Ah ouais, c'est ça. Je venais te voir, je te disais « Hey, ça, c'est beau, là. Ouais. » Moi, je veux du beau football. Des belles balles complétées, la balle bougeait, la balle avançait. Ça a fini, je pense, 32-31, c'est ça? 32-31, puis ça faisait longtemps qu'on avait vu un match Montréal-Laval avec un haut score, là. Aux dernières années, ils nous ont souvent habitués à des 15-12, 19-17. Et pourtant, ils ont toujours eu beaucoup de talent à l'attaque des deux côtés, là, tu sais, fait que c'était comme pas... Mais beaucoup aimé le plan de match aussi des Carabins, surtout en première demi, là, je trouvais que c'était créatif, innovant, je trouvais qu'on utilisait Jonathan, tu sais, on disait qu'on voulait pas que Jonathan court, il y a une différence entre courir puis c'est pas prévu, puis courir quand c'est prévu. Quand c'est prévu, t'as des blocs, tu sais à peu près où ça s'en va, tu peux comme... moi, je suis plus à l'aise avec ça, là, d'une façon. Le jeu est construit autour de ça, donc, OK, c'est ça le jeu. Mais j'ai vu beaucoup d'écrans du côté des Carabins, des joueurs créer des écrans pour d'autres. On s'attendait à du jeu homme à homme, donc on arrivait préparé. Sort des fois le porteur de ballon de la ligne de mêlée, utilise un écran, lui est tout seul. Je veux dire, c'était le fun, là. C'était vraiment le fun. J'avais l'impression que là, je voyais quelque chose de neuf du côté des Carabins. Puis le Rouge et Or, ben, c'était juste... Ben Arnaud va nous gagner la game. The Jardins. D-Jard. En gros, D-Jard, c'était comme go, va nous gagner la game. Puis oui, tu sais, il a distribué le ballon dans les zones courtes. Oui, il a fait ça, mais comme j'avais une discussion un peu sur ligne de touche avec justement un gars que j'avais invité à TVA Sport qui s'appelle Miles Gibbons, qui a une super belle académie. Il y a plus de 100 000 personnes qui suivent son académie. Lui, il coach des carrières. Fait que j'avais mis son nom comme à TVA Sport parce que je faisais qui de mieux que ce gars-là? Il connaît les deux coachs, il connaît les deux corps, mais pas comme dans une relation d'être son entraîneur à l'école. Juste comme son coach à l'extérieur de l'école. Donc, très technique, très fondamentaux. Je me disais, qui de mieux que ce gars-là pour venir parler de ces deux gars-là d'un autre angle? Puis des fois, il venait me voir, puis c'était juste, je pense que le jeu est complètement ouvert du côté de Laval en 2-4, 2-5. Fait que la petite passe du début, on aime ça. Mais, ça, quatrième quart, je pense que c'était 4 minutes, puis Laval a voulu lancer une espèce de balle double feinte là, du receveur. Je pense que c'était Cochon qui a fait ça. Sur les lignes de l'autre côté, pas le banc, de l'autre côté, et on essaie une balle longue. Je dis, pourquoi t'attends le quatrième quart et 4 minutes à faire pour la seule balle longue que tu fais de la game? Tu sais, moi, c'est des petites affaires comme ça. Les gars ont des bons bras, sont talentueux. Mets la balle dans les airs au premier quart. Laisse ce gars-là se dégourdir un peu puis trouver son rythme avec ses receveurs. Même Sénécal, je pense qu'ils l'ont essayé une fois au troisième quart, si je me trompe pas, là, une balle longue comme sur deuxième et court. Il l'a raté, mais le receveur était là puis il l'a overthrow, mais c'est parce que le bras était là puis le receveur l'avait battu puis j'étais comme facile. Je me souviens que tu t'en avais parlé la semaine précédente de pourquoi il l'essayait pas plus souvent. Là. En tout cas, au final, là, je veux dire, il a quand même super bien joué puis le plan de match était là, mais je suis 100% d'accord avec toi. Là, des fois, il devrait l'essayer. Hey, ce bras-là, il faut que dès le premier quart, il faut qu'il se ligne la balle 30, 40, 50 verges juste pour voir ce qu'il y a dans le bras puis le vent, trouver son timing puis répéter ça au moins plusieurs fois par match.
Puis quelle passe qu'il a envoyé à Enrique James, là, Leclerc, le jeune, là, qui a attrapé ça avec une main dans le dos de l'autre joueur. Ça n'avait pas de sens. Mais s'ils sont capables de faire ça, laisse-les faire ça. Comment? Ouais, là. Ouais. Cette balle-là, puis aussi en prolongation sur son roll-out, une grosse balle en mouvement où il a une passe précise en mouvement. J'étais comme, ok, ouais, c'est parce que là, ça commence à faire plusieurs jeux de qualité. Là, non, c'était vraiment hot. C'était vraiment une belle game. Ouais. Absolument pas compris la fin de game de l'Université Laval. Là. Puis j'étais là, voyons, tabaslac, qu'est-ce que vous faites? Ouais, c'était bizarre. Là, on m'a essayé de me ramener, le monde de Laval a essayé de me dire, non, c'est parce que Glenn a dit aux gars de pas être des moutons, d'être des loups. Fait que là, il fallait qu'ils soient des loups. Mais c'est ça qu'on se dit en plus. J'écoutais ça, j'étais comme, c'est pas vrai. Là, j'étais comme à demi, apparemment, les joueurs étaient là, aouh! Là, j'étais là, non. J'étais comme, c'est pas là-dessus que t'as basé ta stratégie. Là. Comme les loups, c'est cute, mais là, regarde les gars, on a une balle dans la tête du loup, on va se revoir dans du mort. Tu sais, c'est pas grave, là. Je pense qu'il y aurait... En tout cas, ceux qui n'ont pas écouté la fin du match, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait... Il y a comme une affaire d'histoire de points, là. Fait que Laval avait battu Montréal à Québec dans la saison avec un botté de Philippe Forteza de 53 verges. Laval avait gagné 23-22, si je ne m'abuse. Donc là, Laval menait par 1 point au pointage. Il y a un cheveu qui vient de passer dans la face. Et là, donc, Montréal devait gagner par plus d'1 point s'il voulait s'assurer de la première place. Donc, voilà pourquoi je pense qu'au début du 4e quart, Montréal est allé pour 2, là, une transformation pour que ça devienne 18-16, je pense, ou une chose comme ça. Donc, il voulait gagner par plus qu'1 point pour s'assurer de la première place. Mais là, Laval, en fin de match, il perdait par 1 point. Puis ils ont décidé d'y aller pour un placement. Ils ont décidé d'essayer de courir pour essayer pour un placement de 42 verges pour gagner la game. Mais là, j'étais là. La seule chance que Marco Yadeluca puis les Carabins ont de recevoir la Coupe Dunsmore, c'est si tu fais ça. Ouais. Puis je veux bien croire que tu veux gagner la game en saison régulière. Là. Je veux bien croire que tu as dit à tes boys d'être des loups, pas des moutons. Là. Mais je veux dire, lâche la percherie, là, ou lâche la ferme, là. La ferme à Mathurin, là. La ferme à Constantin. Lâche la ferme à Constantin, puis mets un genou à terre, finis la game, là. Ouais. C'est comme, tu te bats pour la Dunsmore. T'es venu de là pour te battre pour la Dunsmore. Je comprends la game, je comprends. Puis ils ont fini par le faire comme en prolongation, parce qu'en y allant pour 2, c'est ça. C'était comme, ça revenait au même, mais ils l'ont fait plus tard, mais d'une façon où ça semblait peut-être un peu plus loup que mouton. C'est ça. Mais quand même, c'est pas... Puis aussi, je veux dire, un match à Québec pour la Dunsmore, c'est pas les mêmes incitations financières qu'un match de Dunsmore à Montréal, là. Ouais. Ça met pas le même argent dans les coffres de l'équipe, là. À moins que les coffres débordent, ce que je serais peut-être pas surpris. Mais je veux dire, quand même, c'est beaucoup de bidou, là, juste pour faire on va gagner la game parce qu'on est des loups. Les gars auraient été contents de toute façon. Là. T'as fait ce que t'avais à faire, en fait. Là. T'es allé à Montréal, t'as joué une sacrément de belle game. Ouais. Ça a fini par 1, mais t'as à Dunsmore chez vous. Je te jure, les gars sortent de là en disant on est des loups, là. On va y péter, là. Y a pas de problème, là. Ce qui m'a impressionné de Laval, c'est leur fin des 2 demi, dans le fond. Fin de la première demi, ils perdent, puis ils ont fait 16 points en comme 2 minutes 30 à la fin du deuxième quart. Puis avant ça, je trouvais que Montréal avait le momentum. Tu sentais que le vent était vraiment de leur côté. Ouais. Puis en 2 minutes 30, ils ont renversé ça, botté bloqué, ramené pour un toucher. Ils sortent de là en avance par 9. Puis même principe, fin de la deuxième demi. Tir de l'arrière 25-16. Ouais. Puis il restait 4 minutes 30 au tableau. Puis ils ont trouvé le moyen d'aller chercher. Fait que je trouvais que ils ont démontré un caractère vraiment intéressant dans ce match-là, sur la route en plus, dans des moments difficiles pour revenir derrière. Ouais, puis ils ont gagné, tu sais, ça a été un botté bloqué, ça a été, en gros, la défensive, l'offensive et les unités spéciales ont contribué du côté de Laval. Montréal a joué un super bon match, là, tu sais, mais je pense qu'ils n'ont pas encore joué un match complet, Montréal. Non. Je pense qu'ils n'ont pas touché encore. Il y avait comme 10 pénalités en première demi. Tellement d'indiscipline. Tu peux pas faire ça pour gagner un gros match. 10 pénalités en une demi. Ouais. Puis moi, je trouvais que d'un œil extérieur, un œil objectif, parce que je regarde pas ça en me disant j'espère que Laval gagne, là, pour que tout le monde à la maison comprenne. Je veux juste une bonne game de foot. Là, juste ton gars, par exemple. Lui, il m'a fait chier. Ça, c'est une autre histoire. Mon petit garçon, il prend pour toutes les équipes qu'il pense que j'aime pas, en fait. Fait que c'est un fan des Leafs. C'est un fan des Maple Leafs. C'est un fan des Bruins. C'est un fan. Là, il s'est acheté une sucre des Carabins. T'sais. Il fait toutes des affaires pour me titiller. Là, je suis là. Hey, come on. C'est parce que là, il était là à la game. Il était là derrière le banc des joueurs. Ouais, il était là. Tu sais, il était à la game. Il montrait son truc. Il était là.
J'étais là, Caroline de bide. Laval est à côté, là, je suis là, j'ai l'air de quoi, là? Je me dis, Caroline. J'essaie d'être impartial, mais là, mais pas à Tuc. Au moins, mon autre gars, il avait à Tuc de Laval. Ouais, c'est ça. Anyway. Fait que, apparemment, c'est bien normal, ça, chez les jeunes, hein, de se contre-identifier aux parents, là. J'ai su ça en fin de semaine. La fille à Danny Machocha aussi, lui, il a tellement haï Edmonton quand il s'est fait mettre dehors. Elle est une grosse fan des Oilers, là. Elle adore les Oilers. Là, je suis comme, tabarouette, c'est sûr, je vais vivre ça, moi. Fait que, en tout cas, mais beaucoup de pénalités, ils n'ont pas joué un match complet, puis ils ont que à blâmer, pour vrai, d'une certaine façon, pour que cette allure-là du match a donné ça. Ils n'ont pas fini la première demi, ils n'ont pas fini la game. Non. Fait que, puis ça se joue là au football canadien, c'est 57 minutes plus 3, hein, c'est ça que le fameux Mark Trestman disait aux Alouettes, mais il y a tout le temps, tu sais, comme la fin de la demi qui est à finir, la fin de la game qui est à finir, puis ils n'ont pas réussi à le faire. Puis j'ai pas l'impression qu'ils l'ont fait une fois depuis le début de l'année. Non. Donc, il leur reste de moins en moins de matchs. C'est pas facile de répéter gagner un championnat 2 fois de suite, c'est pas facile, puis ça sera pas facile de sortir du Québec. Puis après ça sera pas facile de gagner ces 2 autres games-là non plus. Surtout comme une équipe des Carabins qui, on n'a pas l'impression qu'ils ont comme trouvé l'horaire d'aller encore d'une certaine façon. Mais c'était pour moi la plus belle performance offensive que j'ai vu Jonathan faire de sa carrière à l'Université de Montréal. Puis je peux dire la même chose de Desjardins à Laval. Je pense que c'était son plus beau match à vie là, en carrière à l'université. Puis j'ai comme su qu'après, il y a du monde qui sont allés voir en disant, tu sais, je sais que ça n'a pas toujours été facile, Desjardins, mais sache qu'on t'aime en tabarouette, puis que cette performance-là, man, elle veut tout dire. Puis à un moment, il était comme bien émotif, tu sais. Ouais. Bien émotif, parce qu'à Laval, c'est du tough love. T'as pas beaucoup de compliments, t'as souvent comme... Tu manges tes bas un peu, tu sais. Le but, c'est de gagner, puis qu'on soit performant, puis d'être discipliné, puis d'être comme... Tu sais, t'es redevable un peu des coachs puis des joueurs autour de toi, mais il n'y a pas beaucoup d'attention sur les joueurs en particulier. Et pourtant, c'est tous des bons joueurs qui se sont fait dire toute leur vie qu'ils étaient bons. Puis là, t'arrives là, puis à un moment donné, ça arrête. La job, c'est de gagner, tu sais. Fait qu'un gars, je pense qu'il était bien content aussi qu'on remarque le fait que, tu sais, ça n'a pas été une carrière toujours facile. T'es toujours derrière des gars comme Mittal et derrière le programme et tout ça. Mais là, il a joué une tabarouette de belle game. Oui, il les a transportés. Écoute, il les a transportés, puis ça passait par lui. Puis je suis bien content qu'il vive ça un peu pour peut-être finir sa carrière un peu en étant comme the man, là, tu sais. Ouais. Ce qui a toujours été, en fait, tu sais. Bien content, en tout cas, de ce match-là. Puis j'espère que ça vous a plu. Ça a vraiment mis la table. Je suis pas tombé en bas de ma chaise non plus sur le samedi de la NCAA. Parlé, on en parlait tantôt. Oregon se sauve avec la victoire contre Ohio State. Donc, Ohio State a quand même une bonne équipe, mais gagner à Oregon, c'est pas nécessairement facile. Et le Big Ten, en gros, est comme... C'est différent des matchs avant. Hein? Des fois, comme là, t'avais Penn State qui est allé à USC. Donc, gros voyagement. Avant, c'était pas vraiment toujours ça. Et là, Ohio State se rendait à Oregon. Et fin de match un peu bizarre. Raconte-nous un peu la fin de match, Parley, là, parce que on s'en parlait, mais je veux que tu le racontes un peu. Raconte un peu la fin du match. Ben, sur l'avant-dernier jeu de la game, Oregon, ils sont sortis avec 12 joueurs sur le field. Ils sont sortis avec 12 joueurs. Ils avaient 11, mais ils ont rentré un 12e joueur. Ouais, juste avant le jeu. Ça avait de l'air un peu... C'était-tu intentionnel? Ça avait de l'air un peu intentionnel. Les gens, ils se questionnent en ce moment. Ah ouais, hein? Il y a des gens qui pensent que c'était intentionnel parce que avec un joueur en plus, il y a eu une passe incomplète, mais ça a brûlé. Il restait, je pense, 12 secondes à la game. Le temps s'est écoulé. Ouais. Fait que là, ils ont eu 5 verges pour la pénalité. Ils ont eu premier essai, mais ils n'ont pas eu les secondes qu'ils ont perdues. Est-ce que et c'est ça qu'il faudrait... Puis on pourrait demander aux gens aussi, mais... Moi, ma première réaction quand on m'a raconté ça, parce que j'ai pas vu la fin du match, puis qu'on m'a raconté ça, dit pourquoi en mettre 12, pourquoi t'en mets pas 16, tu sais? Juste annule le jeu complètement, perds les secondes. C'est pas ça le but. Mais j'ai hâte de voir les règlements, j'aimerais ça. Et s'il y en a qui connaissent les règlements aussi, parce que peut-être que, par exemple, la particularité de ce jeu-là, c'est que le jeu aurait jamais compté. Mettons que Ohio State complète une balle, peut-être que vu qu'il y avait trop de joueurs, le jeu aurait pas compté. Tu sais, tu t'aurais comme pas pu décliner la pénalité. Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être que c'est ça le truc dans le règlement. Parce que peut-être qu'une fois que tu mets trop de joueurs, t'es obligé un peu de subir la pénalité et non pas, en tout cas, tu peux l'accepter ou la décliner puis après ça jouer dépendamment si tu as attrapé le ballon ou non. Parce que sinon, comme mon chum me disait, t'en mets 16, tu doubles tout le monde puis il n'y a pas une balle de compléter. Ouais. Pourquoi t'en mets 12? Mais en 18?
Mais parce que probablement que 12, ça n'a pas l'air intentionnel. Il doit y avoir quelque chose là-dessus parce que pour moi, je suis convaincu que c'est intentionnel. Là. Puis j'ai même pas vu la séquence, mais parce que moi, je me souviens que j'avais un entraîneur, s'il faisait ça au hockey, là, en fin de match, il faisait exprès d'envoyer un 6e joueur sur la patinoire, même si le temps en défensive. OK, pourquoi? Il faisait exprès d'envoyer un 6e joueur parce que lui, il disait de toute façon, si les arbitres s'en rendent pas compte, on va jouer à 6. Puis si jamais ils s'en rendent compte, on peut dégager après ça, peu importe, autant de fois qu'on veut avoir des avantages numériques. Fait qu'il était comme moi, je m'en fous, je préfère pouvoir dégager autant de fois que je veux alors qu'il reste peut-être en bas de 30 secondes au match. Il m'envoyait ça à la glace, vas-y. OK. J'embarquais. Des fois, on jouait pendant 10 secondes à 6 joueurs. Les arbitres s'en rendaient compte. Puis, fait que bon, évidemment, c'est pas le même genre de principe. Ça écoulait quand même du temps. Ça écoulait du temps. Puis après ça, on pouvait dégager autant de fois qu'on voulait. C'est ça, c'est pas fou, hein? Mais en même temps, tu joues avec une personne en moins pendant 20 secondes. Ouais, mais pour un 20 secondes, mettons, ou pour une fin de match, ouais, c'est je comprends. Fait qu'il y a des stratégies comme ça des entraîneurs, des fois, qui peuvent être. Ouais, c'est pas fou. Bama, ça a passé proche contre South Carolina. 27-25 contre South Carolina. Ça a vraiment très passé proche. LSU, gros match contre Ole Miss aussi. Ça a fini 29-26 en prolongation. South Carolina, USC a perdu contre Penn State aussi en prolongation, 33-30. Georgia s'en sort contre Mississippi State. Tennessee s'en sort contre Florida aussi en prolongation. Ça a été quand même une fin de semaine. Ça faisait longtemps que j'avais encerclé cette fin de semaine-là. Texas gagne de façon convaincante contre Oklahoma. Quand même, ça, j'aurais pensé que ça aurait peut-être été plus serré à cause de la rivalité. Kansas State qui bat aussi Colorado. J'avais pris Colorado plus 3. Ça a fini par 3, malheureusement. Mais Shedeur... Tu vois, Shedeur, c'est un bon exemple. Perd contre Kansas State à la maison, mais finit le match genre 31-38 pour 400 verges puis 4 touchés. Tu sais, je veux dire, c'est ça pareil. D'un premier choix au repêchage, comme on parlait de Jonathan un peu plus tôt, comme premier choix au repêchage, disons, peu importe la game, là, tu vas avoir 375 verges, 3 touchés. Le gars va être performant, tu sais. Puis souvent, il y avait plein d'études dans la NFL de à quel point un carrière a connu de l'adversité à l'université par rapport à son niveau de succès dans la NFL. Tu sais, comme Pat Mahomes, Texas Tech, jamais eu une saison gagnante à Texas Tech. Josh Allen à Wyoming. Kirk Cousins, tu sais, tous des petits programmes, et t'as des gars qui sortent de Bama puis Georgia qui sont jamais capables d'être bons carrières, tu sais. Parce que tout est comme tout cuit, trop facile. Tout est déjà à portée de main. Trop facile, et là, arrive dans la NFL, puis c'est comme moins facile, en fait, tu sais, parce que t'arrives aux Panthers comme Bryce Young, t'as pas un tabarouette de bons receveurs, t'as pas une ligne à l'attaque, tandis qu'à Bama, t'es comme... Tout est good, là, tu sais. Les schémas offensifs sont déjà parfaitement construits aussi. Exact. Puis, fait que voilà. Fait que ça, c'est ça pour la NCAA. D'ailleurs, toutes les équipes de Army, Navy puis Air Force sont classées en ce moment. Hein? 23, 24, 25. Ça brasse. Hey, niaisez pas trop l'armée, sinon ils vont prendre le contrôle de la ligue. Ouais. Moi, j'avais joué contre Army en 2008 à Rice. Puis leur running back, je pense, m'a donné mal au cou encore à ce jour. Là. C'était un tank. C'était tard. Ils doivent être physiques comme équipe, hein? Hey, le gars, il était veiné. Là. Il était genre 6'2", 2'50", jouait running back. J'étais comme... Moi, ça me tente pas tant. Mais eux, en plus, c'était genre un Green Beret, là, tu sais. Eux, c'est des programmes qui vont courir 30, 40, 50 fois par game. Ils jouaient du veer, là. Ils jouaient le triple option, là, avec un petit porteur. Ben, un petit porteur. Il était immense, là. Un porteur à 4 verges, 2 autres un peu espacés comme ailier rapproché. Puis là, c'est de la triple option tout le temps. Puis, écoute, le gars, en fond, quand tu joues contre Army, les gars, il faut qu'ils aillent faire leur service militaire après leur carrière à Army, tu sais. Donc, lui, il était parti, il était dans la NFL après, mais je te jure, je l'ai cogné, là, sa ligne de mêlée, j'ai encore mal au cou. Je te jure, j'ai encore mal au cou à cause de ça. Hey, je me rappelle, il va essayer de retrouver le nom pendant la pause, mais il était solide en tabarouette. Puis, il nous avait couru d'en face pour comme 400 verges, mais on avait quand même gagné. Ça veut dire que l'affrontement Navy contre Army va avoir encore une coche de plus cette année, parce qu'habituellement, c'est toujours comme une grosse ambiance, c'est particulier. Non, et là, en plus, ils sont classés, ça va voir. Ils sont classés les trois. Ouais. Puis c'est ça. Puis je me rappelle aussi, Army, à la fin, il fallait faire un salut militaire. En gros, il y avait comme un... Vous aussi, non, juste eux? Non, il a fallu le faire avec eux pour les remercier puis les féliciter. Puis... non, la grosse affaire. Après le contact. Fait que après la pause, on rentre dans la fin de semaine du football de la NFL. On va commencer évidemment avec le match des Bears contre les Jags. On va aussi revenir sur un de mes matchs préférés, Commanders-Ravens. On va parler de la dégelée des Cowboys. On parle de tout ça au retour de la pause. Vous êtes à l'antenne de BPM Sport. Vous écoutez la ligne des mêlées. 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 Hey, quelqu'un sur la messagerie texte vient de nous écrire Colin Mooney. Les gars sont sharp parce que je viens de le retrouver moi aussi. Allez voir Colin Mooney. Ça, c'est le running back de Army contre qui j'ai joué en 2008.
Il nous a sacré une volée et à moi personnellement, on a gagné la game. Mais allez voir ce tank-là, man. Faudrait que tu la mettes sur ton story Instagram à soir, juste pour je que vais les gens mettre puissent quelque suivre, là, mais pour vrai, il est énorme. Il y a une photo de lui au Tennessee, là. Il est immense. Je sais pas ce qui fait le plus peur. Lui en football ou lui en habit d'armée qui juste vient kicker ta porte pis genre... Là. Get on the ground! Get on the ground, motherfucker! C'est genre... Oh shit, non, excuse. Mais genre, tu sais... Colin Mooney, man. Tabarouette, pas croire que j'ai joué contre ça, man. Ah! Ah non, ça c'était pas un doux, ça. Je vous le garantis que c'était pas un doux, là. Hey, c'est sorti naturel, celui-là, hein? Ah ouais, parce que c'est... En fait, c'est juste ça qu'ils disent, hein. Faut que ça soit réaliste. Mais, ah ouais, il y a même son sou d'armée, ses photos. Allez voir ça, là. Colin Mooney, C-O-L-L-I-N M-O-O-N-E-Y. C'était le porteur de ballon de Army en 2008 qui nous a fait vivre des affaires extraordinaires. Regarde ça, sa saison, 231 portées, 1400 verges, 5,8 verges de un coup en brisé. moyenne. Et un coup brisé, le mien. Merci, bonsoir. Le mien, le nôtre. Merci beaucoup, Colin. On se reparle bientôt. Une équipe qui a été brisée, c'est les Cowboys. Oui, OK, en fin de semaine. Merci de me ramener à l'ordre, Pepper, et toujours là pour faire ça. Ouais, OK, commençons par les Cowboys. En fait, pire volée de l'histoire de Jerry Jones comme propriétaire des Cowboys. Et ça ne va... Ouais, une bonne belle applaudissement. Une bonne belle applaudissement. Vraiment, on s'en sac-tu des Cowboys, pour vrai, là, sérieusement. Quel plaisir. Ah, quel plaisir de tout le temps voir cette équipe-là manger des claques. Les Cowboys sont 110-35 en première demi dans leurs 4 derniers matchs à la maison. Aïe, aïe. Point contre, hein? Packers en série l'année passée. Oh, ouais. Saints, Ravens, Lions cette année. Certains disent que le coordinateur à l'attaque des Lions, Ben Johnson, a comme donné un show pour essayer d'avoir la job des Cowboys à la fin de l'année. Ah ouais, hein? Mais pourquoi tu voudrais aller là-bas? Ouais, je sais pas. Dak Prescott, plus gros contrat de la NFL. Ouais. CeeDee Lamb, plus gros contrat de receveur. Et Qu'est-ce grillons que tu fais, ensuite. c'est les Cowboys. Ah, des grillons, Des là. grillons ensuite. C'est tout, là. Qu'est-ce que tu veux faire? Si t'es je veux dire, je sais pas, ils sont un peu dans la chenoute, pour vrai. Puis c'était un peu mon analyse de pré-saison, tu sais. OK, mais ils ont pas une bonne équipe. Non. Ils ont perdu Dan Quinn. Grosse perte, leur coordinateur en défensive. Très grosse perte, là. Je veux dire, ce gars-là était capable de relever le niveau de la défensive. Trevon Diggs, le demi de coin, n'est pas l'ombre de lui-même depuis que Dan Quinn est parti. Toute cette tertiaire-là qui passait en dessous des ballons, qui marquait des touchés. C'était ça, les Cowboys aussi, dans les dernières années. Hein? C'était beaucoup de touchés en défensive. Ouais. Et là, tu vois plus ça du tout. Tu vois vraiment Dallas se faire traverser en défensive et incapable de créer quelque chose à l'attaque. Tu sais, c'est juste manque de ressources. Les Lions leur ont couru pour 184 verges. Ouais. Jared Goff, 18 en 25, 315 verges, 3 touchés, 0 interceptions. C'était le pire affrontement, je pense, qu'ils auraient pu avoir. Là. Initialement, je veux dire, justement, le jeu par la course des Lions est tellement dominant. Ouais. Puis eux, ils sont pas capables d'arrêter un chat qui court. Non. Fait que c'était comme... c'était tough à voir. Lions qui sont en feu aussi, là, marqué 89 points dans leurs 2 derniers matchs. Parley aussi nous a sorti tantôt. Cowboys ont accordé 167 points à leurs 4 derniers matchs à domicile. C'est 41,75 points par match. 3e plus haut total de l'histoire sur une séquence de 4 matchs de la NFL. C'est terrible, là. Puis Jerry qui dit après le match, on peut jouer mieux que ça, là. On peut jouer mieux que ça. It's a shocker. Hey, en plus, c'est sa fête, 82 ans. C'est du blâme qui lui revient à lui. Qu'est-ce que tu fais si t'es les Cowboys? Tu re-signes-tu Micah Parsons? Moi, je l'échangerais. Qu'est-ce que tu fais? Un peu comme les Bears ont fait avec Khalil Mack dans le temps, là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je pense qu'initialement, ça part de Jerry Jones qui doit partir, là, du poste de directeur général. Oui, mais c'est son fils qui va prendre sa relève. Ouais. Ben, je sais pas. Papa, il va être au téléphone, là. Ouais. Parce que lui, c'est lui qui a aucunement pallié à leurs problèmes durant l'off-season. Ouais. Il les a aidés nulle part. Nulle part. Non. Puis, on en avait déjà parlé, là, mais vous aviez sorti la statistique par rapport à Dak Prescott, que c'est juste quand il y a un bon jeu par la course qui est capable de gagner, lui, qui perd pratiquement pas, ils sont allés chercher aucun porteur de ballon de qualité. Il aurait pu aller chercher Derrick Henry. Ils auraient pu, puis ils auraient pu faire des pushes pour aller chercher d'autres porteurs de ballon. Mm-hmm. Puis même principe en défensive, l'année dernière, ils n'étaient pas capables d'arrêter le jeu par la course, puis ils n'ont rien fait pour s'ajuster par rapport à ça. Ils ont repêché un gars de Michigan qui s'appelle Mazi Smith, mais ça a été un boss là, depuis le début. D'ailleurs, ils ont repêché Mazi Smith au lieu de Mathieu Bergeron. Hein. S'il y en a qui se rappellent pas de ce clip-là pendant le repêchage, il dit
do we get the guard from Syracuse or we go get the Michigan guy? Puis ils ont opté pour le Michigan guy. Parce qu'en réalité, tu joues tout le temps ta division. Tu jouais contre Saquon Barkley aux Giants, tu jouais contre les Eagles puis la O-line de Philadelphie. T'étais comme, OK, il faut que j'arrête la course, tu sais. Mais ce qui est encore le cas d'ailleurs, là, c'est quoi? Il a juste bougé d'équipe dans la même division, fait que t'es encore dans le chenoute. Puis les Eagles, on va en parler tantôt, mais les Cowboys, moi j'avais comme pensé que ils signaient personne, puis ils jouaient l'année. Moi, c'est ce que je pensais qu'il allait arriver. Je me dis, OK, ils sont comme en phase d'évaluation. On signe personne. On a Mike McCarthy sur une dernière année, on a Dak Prescott sur une dernière année, on a CeeDee Lamb pas signé, on a Micah Parsons pas signé. On va voir ce qu'on a dans le ventre. À la place, ils ont signé CeeDee Lamb pour le plus cher, en fait, qu'il aurait payé. Il aurait pu le payer bien avant ça. Là. Nico Collins a signé le premier receveur au Texan. Il a signé, je pense, 3 ans, 80 millions. Puis il est meilleur. Tu sais, eux autres ont sauvé pas mal sur Nico Collins. Donc, il paye le plus cher. Puis il paye Dak Prescott 5 minutes avant le premier kick-off de l'année, 60 millions de dollars. Son contrat n'est pas encore en rentrée, d'ailleurs. Là. Le contrat à Dak n'est pas rentré. Le contrat à CeeDee n'est pas rentré. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça que Ils sont pris avec ces deux-là, en fait. Là. Ils sont pris avec ces deux-là. Donc, ils ont CeeDee Lamb puis Dak Prescott. Mais là, Micah Parsons, c'est pas Myles Garrett, c'est pas Max Crosby, c'est pas TJ Watt. Tu sais, il est pas capable d'être il est pas capable de mener une défensive à lui tout seul. J'ai comme pas l'impression. Est-ce qu'il a le potentiel de l'être, tu penses? Ben, c'est une bébite, là. C'est une bébite qui est très particulière. S'il y en a qui se rappellent, il jouait à Penn State au poste de secondaire intérieur et d'ailier défensif. Fait qu'il est arrivé, puis Dan Quinn l'a tout de suite mis ailier défensif. Mais à la base, ce gars-là, c'était un secondaire aussi, là, à Penn State. Mais il court genre 4-3 quelque chose, extrêmement rapide. Ils l'ont mis ailier défensif, mais c'est pas le plus gros ailier défensif. Non. Puis il est très porté sur le podcast, puis sur Instagram, puis des affaires de même. Il est pas son opinion, très, très concentré sur la game. Mentalement, il a l'air un peu moins... Il est pas comme TJ Watt, là, genre. Vraiment pas. Non. Vraiment pas, qui lui, il est juste comme football, every day, all day. C'est un peu robotique. Mais, fait que je sais pas, je me dis, échange-les. Échangez-les, vous avez pas le choix. Tu sais, vous avez pas le choix. Faut repartir à zéro. Puis Zimmer au poste de coordinateur en défensive, c'est épouvantable. Parlons des... OK, fait que, en gros, les Cowboys, je suis... vous êtes dans la chenoute, là. Vous êtes dans la chenoute solide. Puis vous êtes mis vous-même dans cette chenoute-là. Fait que j'ai pas grand-chose à vous dire par rapport à ça. C'est mérité. C'est mérité. Vous êtes vous-même mis dans un tas. Côté des Lions, ben... Moi, j'adore les Lions depuis le début de l'année. C'était mon choix pour se rendre au Super Bowl cette année. Je voyais comme l'année de rédemption face à ce match-là contre les 49ers que je pense qu'il n'aurait jamais dû échapper l'année passée. Mais là, Aiden Hutchinson qui tombe, c'est gros en tabarouette. Là. Si vous n'êtes pas au courant, là, c'est vraiment gros. C'était le meneur de la NFL pour les pressions. Je pense qu'il menait la NFL pour les sacs. C'était le meneur. Depuis l'année passée, ils cherchent une solution à freiner l'attaque aérienne des autres équipes. La seule qu'ils ont trouvée, c'était Aiden va chercher le carrière. Puis l'année passée, il était bon, mais là, cette année, il était excellent. Je pense qu'il s'en allait pour être joueur défensif de l'année. C'est plate parce qu'il s'est cassé la jambe, mais il aide pas mal. Ta petite Josette. Ma petite Josette. Genre, quand je l'ai vu se casser la jambe, j'étais là. Pensez-vous que c'est sérieux? Oui, regarde, elle est en deux. Quel dommage. Quelle tristesse. Allons voir tout de suite mon brin de Josette sur mon téléphone, voir si ma mise a augmenté. Mais penses-tu que ça... Eux autres aussi, ils doivent se poser des questions. Puis c'est plate pour Mathieu Betts aussi, parce qu'il était avec eux en début d'année. Le laisse partir. Marcus Davenport se blesse pour l'année. Au télé défensif. Et Aiden Hutchinson est blessé pour l'année. C'est sûr, Mathieu Betts, il aurait vu du terrain s'il avait été là sur l'équipe de pratique. Il l'aurait monté sur l'équipe. Peut-être re-signer quelqu'un d'autre, mais tu veux chercher de la pression sur un corps. Je pense pas que Mathieu a eu un super bon camp d'entraînement, mais tu sais... Ça aurait été une belle opportunité. Puis toi, penses-tu justement qu'ils vont être capables de trouver une solution malgré la perte de Hutchinson? Parce que comme tu dis, c'est une énorme perte là, pour eux. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact sur leur chance de se rendre au Super Bowl? C'est sûr. À cette qualité de joueur-là, c'est sûr. Puis ils arriveront pas, à moins qu'ils causent un immense éclat, là, puis ils vont genre chercher un Max Crosby, là, parce que les Raiders veulent... ont besoin de choix de repêchage puis de se régénérer, ou genre un Micah Parsons là. Je suis pas sûr que je rentrais Micah Parsons au Lions, je suis pas sûr qu'il fit dans la culture des Lions, pas en tout. Mais un Max Crosby fitterait en tabarouette. Puis imagine l'année prochaine Max Crosby et Aiden Hutchinson, chacun de leur bord là. Attendez une minute là, pas besoin de Viagra ici pour être excité bien assez raide. Non, ça va revoler en tabarouette. Mais on parle de Jadeveon Clowney qui est aux Panthers
pourrait venir aider les Lions d'ici la fin de l'année. Lui qui a eu 10 sacs l'année passée. 9,5, je pense, à peu près. Mais il jouait... L'année passée, je me rappelle plus où il jouait. Il jouait aux Ravens. Ouais. Mais Ravens, tu sais, il y avait une coupe à surveiller avant Jadeveon Clowney, là. C'est ça l'affaire. Là, tu t'en vas au Lions, t'as moins de gars à surveiller. Hassan Reddick, il n'est pas aux Jets. Tu l'envoies-tu au Lions? Ouais. Tu sais, ça peut être une ressource quand même intéressante. Puis tu ramènes Aiden Hutchinson l'année prochaine. Ça peut être bon, Hassan Reddick et Aiden Hutchinson. C'est deux joueurs complètement différents, deux types de corps aussi différents. Donc tu penses qu'ils doivent transiger. T'as Zedarius Smith qui est aux Browns. Ouais. En gros, faut qu'ils essaient, mais ils arriveront jamais à trouver quelque chose comme Hutchinson. Là, c'est impossible. Le seul, c'est Max Crosby. Mais ça dépend. Tu sais, si les Raiders veulent comme soigner les cartes un peu, ils laissent passer Devontae pour un choix de deuxième ronde, disons. Crosby, tu donnes, ça va te coûter 2 choix de première ronde. Hey, Raiders peuvent peut-être faire OK, bon, on va avoir un carrière l'année prochaine, c'est sûr. Ouais. On peut aller chercher peut-être un petit peu de profondeur. S'ils ratent pas sur ces 3 choix-là, mettons qu'ils vont chercher, là, ça peut être intéressant à rebâtir. Ouais. C'est sûr que tu laisses partir un Max Crosby, c'est comme un des meilleurs joueurs que tu as eu dernièrement, qui vraiment lui dit je vais être un Raider for life. Là. Ouais. Mais les Lions seraient prêts à payer, là, moi je pense, là, pour un Max Crosby. Parce qu'au final, ils veulent gagner là. C'est ça, puis ils sont à un joueur là, au final. Fait que si tu vas chercher un Max Crosby, il n'y a aucune perte, je pense, du côté des Lions. Ouais. Tu sais, de rythme, là, aucune perte. Mais ça va te coûter cher. Puis je suis pas sûr que les équipes dans la NFL sont pas aussi sur le gun que au hockey, hein, pour comme transiger, laisser partir des joueurs, aller en chercher d'autres. Parce que les joueurs au pêchage t'amènent tellement dans ton idée. Tellement, c'est ça. Dès l'année suivante. Les gars sont prêts à jouer la première game, tu sais, fait que ça vaut vraiment cher. Puis un gars comme Max qui représente vraiment le Raider Nation, là, tu sais. Je pense qu'il s'est tatoué le Raider sur le chest en plus, là, tu sais. Fait que de ce côté-là, je pense que ça va être difficile. Fait qu'on a parlé pas mal de ce match-là. Parler brièvement, on va survoler ça un peu. Falcons qui détruisent les Panthers. En fait, les Panthers, j'ai hâte de voir si Bryce Young va pas revenir sur le terrain. Falcons sont bons. Écoute, ils sont bons contre le spread aussi. Ils sont dynamiques. Puis je pense que Kirk Cousins s'améliore de semaine en semaine. Steelers battent les Raiders. Raiders, c'est vraiment... C'est à savoir un peu qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils ont de bien, qu'est-ce qu'ils font en fait. Là. C'est vraiment dur à suivre ce qu'Antonio Pierce veut faire de cette équipe-là. Justin Fields, je pense pas que Russell Wilson va retourner sur le terrain si Justin Fields n'est pas blessé. Il joue pas de façon exceptionnelle, mais les gars l'aiment. Ça prendrait une mauvaise défaite. Une mauvaise défaite et une très mauvaise performance de c'est ça, Justin Fields. Ouais. C'est ça, là. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas arrivé encore. Gagne 32-13. Puis, tu sais, il est 14-24, 145 verges. Je pense qu'il a couru pour genre 55 verges aussi. Il a couru pour 59 verges, 2 touchés, tu sais. Fait qu'il fait un peu de tout, mais tu sais, quand tu regardes des joueurs des Bears l'année passée qui disaient on devrait regarder Justin Fields, là, je pense qu'il n'y en a aucun qui dit ça le matin. Fait que... c'est DJ Moore, celui qui disait le plus. Exact, il y avait ça. Il y en avait pas mal. Brièvement aussi, les Chargers battent les Broncos malgré le fait que Jim Harbaugh fait genre une attaque cardiaque en pré-match. Chargers -3 et ont gagné ce match-là. On l'avait sorti. Bo Nix, quand même, grosse différence de Bo Nix entre première demi et deuxième demi. J'avais noté ça. Première demi, 3-10 pour 22 verges, 1 interception. Deuxième demi, 16-23 pour 194 verges, 2 touchés. Bo Nix est bon, la gang. Bo Nix est bon. Puis là, je pense qu'il joue jeudi. Qui joue les Broncos jeudi? Le Thursday night, c'est qui? C'est Broncos contre... je sais pas exactement. On va le sortir bientôt, là, mais... Contre les Saints. Contre les Saints. Moi, je prendrais les Broncos. Tu sais ce qui m'encourage aussi de Bo Nix? C'est que d'habitude, les débuts de match sont scriptés par les coordinateurs à l'attaque et les coachs. Fait qu'on connaît les 15, mettons, premiers jeux qu'on va faire. La deuxième demi, c'est là où c'est pas scripté. Qu'est-ce que ton carrière est capable de faire contre la défensive adverse? Puis comment tu t'ajustes? Sean Payton commence le match avec un script de schnout, se fait péter dans le début de match, s'ajuste en deuxième demi, puis son carrière recrue s'ajuste en même temps. 16-23 pour 194 verges, 2 touchés en deuxième demi. C'est bon, là. Contre une bonne défensive des Chargers. Fait que, moi, les Broncos, je serais pas surpris que les Broncos fassent les séries par la porte d'en arrière, pour vrai, là. Je serais vraiment pas surpris qu'ils parviennent à faire les séries éliminatoires. Au retour de la pause, on s'arrête. On va parler des Eagles dans un match contre les Browns. Il faut absolument parler des Eagles. On va aussi revenir sur le match fou entre les Buccaneers et les Saints, Commanders, Ravens, puis on parle aussi de Caleb Williams et des carrières recrues. Manquez pas ça, vous êtes aux ondes de BPN Sport à la ligne des mêlées. 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 Vous êtes de retour à la ligne des mêlées. On embarque directement sur le match Eagles-Browns.
Parce qu'en fait, les Eagles étaient favoris par 9,5 puis ils gagnent de peine et de misère par 4 points. Nick Sirianni qui se chicane avec les fans dans les estrades en fin de game à Philadelphie. C'était un méchant problème, ce gars-là. Puis je vais en commencer avec quelque chose. Les Eagles sont 0-5 contre le spread en première demi depuis le début de l'année. Moi, ça me sonne mauvaise préparation. Mauvaise préparation, mauvais départ. Ils sont jamais prêts, en fait. Depuis le début de l'année, puis ça nous toffe depuis l'année dernière. Check bien ça. Ils revenaient d'un bye week, hein? Donc, ils étaient reposés. T'as eu 2 semaines. Commence le match, Jalen Hurts, 0-5, 2 bottées de dégagement des 2 premières séries. Tu sais, c'est comme... qu'est-ce que vous avez fait pendant 2 semaines, les Eagles? Vous avez tout le monde, là. A.J. Brown, Devontae Smith, Saquon Barkley, vous avez tout le monde. Comment ça, vous perdez contre Deshaun Watson qui a plus de poursuites réglées, 24 poursuites qui ont été réglées et il y a seulement 19 passes de toucher. Donc, il y a 5 depuis qu'avec les Browns. Depuis qu'il est avec les Browns. Parley nous a sorti ça. 24 poursuites, 19 passes de toucher. Il y a le pire, il détrône Jamarcus Russell en ce moment pour le pire total de EPA, Expected Point Added. Donc, plus c'est négatif, pire c'est. Il est à moins 63,8. C'est épouvantable. Non, ça c'était Jamarcus Russell. Et lui, il est à 66,2. Ouais, moins 66,2. Depuis 2000. C'est vraiment grave, là, du côté des Browns. C'est vraiment grave. Et on se force à dire Deshaun est notre corps arrière. On se force à dire Deshaun. Parce que je pense que tout, en fait, c'est toute la direction qui se fait mettre dehors s'ils pensent que Deshaun... S'ils mettent Jameis Winston puis ils gagnent, toute la direction se fait sacrer dehors. Rendu là, ça doit être ça. Je sais pas, ça peut être quoi d'autre. Écoute, t'as quand même Kevin Stefanski qui a gagné 2 fois coach de l'année. C'est les Browns, tu le mets pas dehors. T'essaies de... Tu sais, je veux dire... Tu dis, garde, on a fait une mauvaise shot avec Deshaun, là, reste pas loin, on va se rattraper, tu sais, dans 2 ans, genre. Ouais. Mais du côté des Eagles, c'est désastreux, là. Je m'excuse, j'ai gagné 4 points là, à la maison après une semaine de congé contre les Browns, là. Il a failli sortir un mot qu'il fallait pas sortir. Mais c'est vraiment pas bon, là. Puis Nick Sirianni, à la fin de l'année, sacrez-moi ça dehors. Ça a plus de bon sert sens. à rien, le ça gars, a là. Pas de bon sens. Hier, là, sa réaction vers les partisans, là, comme t'as quel âge? Ouais, t'as quel âge? T'sais, Ça, t'amènes ton fils sur le podium, justement pour pas te faire cribler de questions de schnout, là. Tu sais, t'es censé être en contrôle de ton équipe. T'es censé être au-dessus de ça, puis c'est frustrant à voir. Je suis même pas fan des Eagles. En plus, c'est qu'il dit, il ose dire que, bon, ok, c'est pas facile de gagner à chaque semaine dans la NFL, donc la victoire contre les Browns, on est content de ça. Mais comme tu l'as dit, là, 2 semaines de préparation pour affronter cette équipe-là, c'est ce que ton équipe sort. Sa préparation était pas bonne, c'est visible. Non, tu peux pas dire ça dans le sens, tu sais, comme on est content de gagner ce match-là. Attends, t'as des attentes, là. Eh oui. T'as une des meilleures équipes sur papier de la NFL. T'sais. C'est tout, là. C'est la réalité, tu sais. Fait que tu peux pas dire, on est content d'avoir gagné contre les Browns, qui est une des pires équipes de la NFL sur papier, tu sais. Non. En tout cas, sur le terrain. Parlons aussi, je vais parler brièvement de la performance de Drake May des Patriots contre les Texans. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris. The Drake. Ah ouais, c'est ça. The Drake is me. The Drake is me. The Drake is me. Ah ouais, écoute, pas mal quand même. Une des meilleures performances, je pense. Il n'y avait pas une statistique parlée sur... Ben, juste en fin de semaine, dimanche, il a lancé 3 passes de toucher. Puis Brissett, dans toutes les autres games, il en a juste lancé 2. Exact. Donc déjà ça, amélioration. Mais je pense qu'il y avait une statistique sur lui où... Premier quart depuis longtemps à courir pour plus que 50 verges, j'ai lancé pour plus que 300 dans son premier départ, en fait. Je pense quelque chose comme ça. 250, je me rappelle pas des statistiques, mais bon premier départ, tu sais, 2 interceptions, ça arrive. Il y avait les nerfs un peu shakés, c'est correct. Ben oui. Mais, puis tu sais, en même temps, j'ai hâte de voir. Parce que je suis pas sûr, les Texans, je pense que c'était quand même une volée, là, c'est 41-21, là. Tu sais, est-ce qu'ils ont un peu relâché, puis ça a permis à Drake de faire des jeux. Mais... J'ai été agréablement surpris quand même de voir ça. T'as-tu trouvé... Mais je pense que c'est sur Caleb Williams, la stat que tu... Ah, OK, ça se peut que ça soit sur Caleb. Correct, ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais, exactement. Rentrons tout de suite, d'ailleurs, dans ce... Brièvement, Colts-Titans. Juste... Will Levis, c'est incroyable. Là, genre, à chaque semaine, il fait quelque chose. Ce gars-là, c'est phénoménal. Cette semaine, il a lancé une interception, puis il a décrissé un ball boy de 60 ans. Il a enlevé les CL, le tendon d'Achille, tout. Il a juste tout cassé. Puis après ça, il s'est levé. Puis first down, baby. Tu dis, tabarouette, ce gars-là, man, il mange des bananes avec la pleure. Ah. Il est écœurant. Donc voilà. Puis les Colts qui battent les Titans sur la route. Joe Flacco qui joue encore bien d'une certaine façon là, pour qui aide un peu plus, je pense, les Colts à gagner qu'Anthony Richardson. D'un autre côté, juste brièvement là-dessus aussi, Packers battent les Cardinals. Cardinals
On dirait que depuis le début, c'est tough à avoir un petit peu de constance du côté des Cardinals. Packers sont bons en tabarouette, par exemple. On dira ce qu'on voudra. Puis aller battre les Packers à Green Bay, pas facile. Ouais, puis Jordan Love qui est rendu à 12 passes de toucher en 4 matchs. Ah non, écoute, lui, il était... C'est du MVP, là. Ça pourrait être du MVP, là. Tu sais, ils ont couru pour 179 verges puis passé pour 258. Ouais, 435 verges d'attaque. Ouais. C'est quand même du stock, là. Et contre Jonathan Gannon, qui est un coach défensif. Donc, ça, je l'ai pas vu jusqu'à maintenant, vraiment, cette défensive-là s'élever un peu depuis que Jonathan Gannon est là. Avant de rentrer Bears-Jaguars, je veux parler du match de fou entre les Bucks et les Saints. En fait, Spencer Rattler a bien paru. Drake May a bien paru. Il y a des carrières qui paraissent de mieux en mieux. Là, encore une fois, c'est la première performance de Spencer Rattler. Je serais pas étonné que Spencer... En tout cas, j'imagine que les Saints ont aimé ce qu'ils ont vu, là, d'une certaine façon. Ouais. Match de fou, ça a commencé 17-0 pour les Bucks. Après ça, les Saints ont marqué 20 points. Ça, les Bucks sont revenus marquer un touché. Puis en deuxième demi, les Bucks ont marqué 27 points de suite. Ouais. Puis ont juste gagné la game 51-27. Merci, bonsoir. Baker Mayfield impressionne. Encore une fois, tu sais, match rocambolesque, là, 24 en 36, 324 verges, 325 verges, 4 touchés, 3 interceptions. Lui, c'est comme enjoy the ride, baby. M'a t'amené quelque part. 313 verges par la passe, 277 verges au sol. Mais quand tu sais, par exemple, une statistique intéressante du match, Baker était 1 en 10 pour 2 interceptions pour les passes lancées en haut de 10 verges. Ça veut dire que il trouve des façons d'être productif. Le nouveau coach à l'attaque là-bas qui s'appelle Liam Cohen, qui est un gars de Sean McVay, encore une fois, trouve des façons d'être productif, mais pas en demander trop à Baker Mayfield. Ouais, mais tu sais, quand tu cours 277 verges dans une game, c'est dur de perdre, là. Exact. Puis t'avais pas ton porteur de ballon numéro 1. Ouais, ça va peut-être changer ça, parce que White a misère à courir, là, mais Tucker a été impressionnant, là, puis Irving aussi. Puis Irving aussi, mais c'est trouver des façons créatives de le faire, tu sais, trouver des façons créatives de courir, de lancer la balle dans les zones courtes, comme pour gagner le plus de verges possible. Donc, il y a des coordinateurs à l'attaque qui sont bons. Liam Cohen, c'est un gars dont personne parlait au début de l'année. Puis si on veut donner des fleurs à quelqu'un, donnons des fleurs à Todd Bowles, parce que pas facile de trouver des coordinateurs sur le coin de la rue. Même affaire, on va en parler brièvement on va parler des Commanders tout de suite après. Dan Quinn, c'en est un aussi, là. Il y avait Kyle Shanahan comme coordinateur offensif. C'est un gars de défensive. Va chercher Kyle Shanahan à Atlanta, puis là, va chercher Cliff Kingsbury, puis c'est tough faire ça, là. C'est tough. Robert Saleh n'a pas réussi à le faire aux Jets. Coach défensif, t'es assez brillant pour aller chercher un coach offensif qui est brillant lui aussi. Tu sais, c'est pas la même profession d'une certaine façon. Fait que ça prend de l'intelligence pour faire ça. Puis Todd Bowles, écoute, on dira bien ce qu'on voudra de lui. Ben, il a été capable d'aller trouver ça en Liam Cohen, un gars que personne connaissait. Pas Dave Canales, tout de suite se revire. Fait que va chercher Dave Canales, se revire, pogne Liam Cohen. C'est pas facile de faire ça. C'est quand même faut donner beaucoup de mérite là-dedans à Todd Bowles, le coach en chef des Buccaneers, d'être capable de se revirer assez rapidement. Parlons Commanders-Ravens. En fait, moi, j'ai adoré ce match-là. Là. J'ai adoré ce match-là. C'est un match relevé. Le match était à 7 points en prédiction. Ça a fini 6.5 ou 7. En tout cas, ça a fini à 7. Donc, c'était un peu ce qu'on s'attendait de ce match-là. Les Ravens sont extrêmement menaçants, je pense, en ce moment, parce que mon bémol du côté des Ravens au début de l'année, c'est est-ce qu'ils sont à l'aise avec le fait de courir la balle? J'ai l'impression que c'est comme vouloir être contre sa nature. Ils l'ont fait l'année dernière en séries éliminatoires. J'avais hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ils l'ont pas fait dans les premières semaines, mais quand ils ont commencé à le faire avec Derrick Henry, depuis ce temps-là, là, ils sont inarrêtables. Ils sont quoi, 4-2 en ce moment? Ouais. Donc, 4 victoires de suite. Jalen Daniels n'a pas été mauvais. Encore une fois, aucune interception. 24 en 35, 269 verges. Couru la balle un petit peu. Lamar extrêmement efficace. Et Lamar et Derrick Henry, en ce moment, mènent la ligue pour la moyenne de courses par portée. C'est quand même assez... C'est 1 et 2, là. Ouais. Mais tu sais aussi, dans les... Je suis pas sûr si c'était l'année passée ou l'année d'avant, mais les Ravens, ils ont égalisé le record de la NFL pour le plus de games avec 100 rushing yards. Exact. 100 verges à la course puis là, de suite. Puis là, ils sont sur le point Ils sont sur le point de le rebattre encore, right? Ouais. Ils sont sur une lancée de plus de 20 matchs, je pense, encore là, avec 100 verges. Je sais pas combien exactement, mais ils se rapprochent, là. T'as raison, non? Avec Henry puis Jackson, là. Ouais, les deux. Puis c'est ça, les deux, en fait, courent, puis le font de façon intelligente, mais c'est ça, les deux mènent la ligue. Lamar est à 6.3, Derrick Henry est à 5.9 verges par course. Derrick Henry, en ce moment, est en voie d'avoir 1995 verges au sol et 26 touchés. Tabarouette! Ouais. Je veux dire, il est en train d'exploser la ligue. Ça, je disais à peu près avant de rentrer. Comment tu peux avoir un porteur de ballon 6'5", 260, qu'on ne touche pas à la ligne de mêlée? Ouais. Le gars, il est immense. Comme un truck qui passerait, tu sais, je veux dire, dans une voie d'une piste cyclable.
c'est sûr qu'il accroche des poteaux, là. Lui, comment tu fais? Les Ravens sont tellement forts qu'ils créent de l'espace pour le porteur de ballon plus gros de l'histoire de la NFL. Faut le faire quand même, là. Faut le faire. Non, mais c'est quelque chose. Puis les Ravens, tu disais, sont 4-2. Pepper nous a sorti, Parley nous a sorti ça tantôt. Donc, ils sont 7e en ce moment de tous les temps à 4-2 au niveau du DVOA. Donc, leur valeur par rapport aux opposants dans lesquels ils jouent. 27 des 30 des meilleurs 4 explique-moi ça là. 27 des 30 meilleures équipes 4-2 dans l'histoire de la NFL selon DVOA. Ils ont fait les séries. Fait qu'on a juste 3 qui les ont manqués, puis 2 des 10 meilleurs, ils ont gagné le Super Bowl. Steelers 2005 et Bucks 2020. Ouais, exact. Donc les Ravens sont en voie, s'ils continuent de même, en tout cas, sont en voie de je pense, faire une run en séries éliminatoires parce que c'est très difficile d'arrêter le jeu au sol au mois de janvier, peu importe où. Puis tu peux amener ça n'importe où. Une affaire que j'ai bien aimée, par exemple, les Commanders sont 9-9 depuis le début de l'année en 4e essai. Ah. Quand même, non, mais il faut le faire, tu sais. OK, on s'en va tout de suite à la pause parce qu'il nous reste presque peu de temps dans le podcast. On essaie de rouler toutes les games pour venir avec vous autres. On va parler de Caleb Williams au retour de la pause. Brièvement parler des Bengals. On met la table pour le Monday Night de ce soir. Vous êtes à l'antenne de la ligne des mêlées. 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 On veut remercier ubet.ca d'être notre commanditaire officiel. Ubet, c'est une plateforme de paris sportifs. Vous pouvez aller sur ubet.ca. Vous répondez à des questionnaires de sport sur différents sports comme le basket, le football, etc. Si vous répondez à 3 questions sur 5 qui sont bonnes, vous faites partie de la cagnotte de 100 000 que vous pouvez remporter. 100 000 de beaux bidous de douleurs canadiennes. Donc, allez sur ubet.ca pour tous vos paris sportifs. Plateforme décentralisée tout est en temps réel, donc vous avez les meilleures cotes possibles. Merci à Ubet d'être notre commanditaire du podcast La Ligne des mêlées. Brièvement, des blessures de la fin de semaine qui vont affecter quand même et d'autres. Nick Chubb pourrait revenir pour les Browns la semaine prochaine. C'est quand même quelque chose. On a parlé d'Aiden Hutchinson qui se blesse. Marvin Harrison blessé. Ça avait l'air d'une commotion cérébrale. Chris Olave aussi commotion, donc devrait rater le prochain match. Cooper Kupp aussi on voit peut-être un retour pour lui dans les prochaines semaines. Puka Nacua, sûrement semaine 9. Donc, les Rams pourraient revoir, mais les Rams sont 1-5 en ce moment, ou je sais pas quoi, là, 1-4. 1-5, en tout cas, c'est pas glorieux. TJ Hawkinson, encore une petite affaire du côté des maudits Vikings, va revenir semaine 8. Et la nouvelle, Mike McDaniels a dit aujourd'hui que Tua devrait revenir au jeu cette année, et probablement plus tôt que plus tard. Donc, tabarouette, ce gars-là, c'est pas un lâcheur, hein? C'est pas un lâcheur. Pour moi, c'est un loup, lui, comme dirait Glenn. C'est un loup. C'est un loup. Parlons brièvement du match. Ouais, OK, il nous reste 1 minute. Pepper qui me fait plein de signes. On a 1 minute pour parler du match des Bears. En tout cas, Caleb Williams joue bien au football en tabarouette ces temps-ci, mais il a joué contre 4 équipes de piment. Ouais. Fait que là, moi, ce que je ferais, j'ai peut-être pas le droit d'en parler aujourd'hui, mais j'irai voir sur ubet.ca, puis je parierais le under des Bears d'ici la fin de l'année, parce que le calendrier des Bears, attachez-vous quelqu'un, là, ça va varger dans les prochaines semaines. Caleb Williams joue du gros football, mais y a-tu joué un match de division depuis le début de l'année? Je pense pas. Non, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Fait que là, regarde, il joue les Commanders en fin de semaine. D'ailleurs, ce match-là est à 1h, devrait être à 8h. Et après ça, les Cards, les Pats, et là, quand ça commence, là. Packers, Vikings, Lions, 49ers, Vikings, Lions, Seahawks, Packers. Ciao, bye les Bears. Merci tout le monde d'avoir fait. Qui gagne à soir? Qui gagne à soir? Les Jets, let's go, Jets! Vous êtes en Ligue des mêlées, on s'en reparle vendredi prochain. Ciao tout le monde. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées.